Bienvenue dans la review cinématographique épisode ou semaine numéro 9. Des films cultes, des films d'auteur, des films indépendants et des blockbusters. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Je fais une parenthèse. En effet, nous sommes des premières, donc du coup, qui dit première dit oral de français. Qui dit oral de français dit Blanquer, qui dit Blanquer, ce mal alpha là chauve, je le kiffe parce qu'il l'a annulé. Revenons-en à ce que nous savons parler de mieux, c'est-à-dire le cinéma. Alors pour ma part, ça a été aussi productif en termes de films que la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais maté 4 ou 5 films, je me rappelle plus, bah là j'en ai maté 4. Pareil, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, mais bon, comme Blanquer a annulé l'oral de français, bah je pense que je vais avoir beaucoup plus d'opportunités pour regarder des films et être un petit peu plus productif parce que 4, c'est bien, mais c'est pas assez par rapport à ce que j'ai pu faire des semaines auparavant. J'avais commencé la semaine dernière, donc du coup c'est à toi et j'attends de voir les propositions. Revenons au cinéma, et avec le premier film que j'ai regardé cette semaine, Piranha 3D. Alors, j'en attendais pas grand chose, et effectivement, j'avais bien raison, parce que c'est quand même pas terrible. Les effets spéciaux sont hideux, mais vraiment hideux. C'est pas toujours extrêmement bien filmé, les personnages sont super vides, c'est extrêmement beauf, pas toujours très drôle, mais je sais pas trop quoi dire pour sauver ce film en fait. Pour moi, le seul vrai intérêt qu'a ce film, c'est la sorte de satisfaction qu'a l'air d'éprouver le réalisateur à détruire visiblement tout ce qu'il déteste, à savoir les mecs qui font la fête pendant le spring break, en créant du coup des piranhas qui vont entre guillemets les punir, les châtier de tout ce qu'ils ont pu faire. Et voilà, donc il y a juste ce petit point là qui peut être éventuellement intéressant, mais à part ça, d'un point de vue cinématographique, montage, réalisation, effets spéciaux, jeu d'acteur, écriture, c'est quand même pas dingue, mais de toute façon tu l'as vu, tu me l'avais bien dit, c'est pas la folie furieuse. Alors, tu as vu Piranha d'Alexandre Aja, tu m'en avais déjà parlé, je t'avais teasé un petit peu la chose. Il est vrai, bon, ce film n'est pas à prendre au sérieux une seconde. Voilà, c'est un film qui est extrêmement, on va dire en termes d'effets spéciaux, naze. Il est extrêmement beauf, mais le Piranha 2, apparemment, il est encore plus. Bon, très clairement, je comprends si que ça ne t'ait pas plu, hein, très clairement. Moi, pour ma part, j'avais passé plutôt un bon moment de rigolade devant ce film, ça m'avait fait bien marrer. Et je comprends que tu n'aies pas aimé ce film. La bête est de retour. Alien. Ensuite, alors suite et fin de la saga Alien, j'avais vu le 1 et le 2 il y a 1 ou 2 semaines, 2 semaines je crois. Et là du coup, j'ai regardé le 3 et le 4. Alors, Alien 3, j'ai pas du tout aimé. J'avais pas du tout aimé le 2, je te l'avais dit. Et alors, le 3, c'est pas beaucoup mieux. Je l'aime pas, mais pour différentes raisons que le 2. Principalement parce que les deux sont très différents, en fait. Déjà, premièrement, je trouve que si on l'inclut dans la saga Alien, il a pas un grand intérêt, parce que scénaristiquement, il apporte pas grand chose. Et à vrai dire, il y a que la première et la dernière scène qui servent véritablement à la saga. Et le reste, c'est assez ennuyeux, le rythme est assez mal géré. Et franchement, on n'y croit pas du début à la fin, quoi. En plus de ça, l'Alien met énormément de temps à arriver, les effets spéciaux sont super laids, et le climax final est nul à chier, c'est trop long, les vues subjectives de l'Alien sont dégueulasses, enfin bref, Alien 3 c'est pas ouf du tout. Alien 3, c'est loin d'être mon préféré de toute la saga. En termes d'effets spéciaux, c'est naze. Je trouve qu'en effet, il apporte rien au scénario d'Alien de base. Franchement, je crois que c'était c'est le premier film de David Fincher, je crois. Et ouais, non, c'est pas une réussite. Du coup, suite logique, Alien la Résurrection, avec lequel j'étais assez sceptique avant de le voir, parce que je me disais, c'est celui qui est généralement le moins apprécié, sachant que j'ai pas aimé le 2 et le 3, j'avais un peu peur pour le 4, et finalement, derrière le 1, c'est celui que je préfère, et de loin. À part, je trouve, le début qui se base sur un truc, bon, ils arrivent à ressusciter Ripley de manière un peu éclatée au sol, hein, on va pas se mentir. À part ça, passer ce début un peu nanardesque et un peu tiré par les cheveux, je trouve le film vraiment excellent. Les personnages sont beaucoup plus attachants, beaucoup plus
beaucoup plus marqués en fait, parce qu'ils étaient assez transparents, voire ridicules dans les 2 et le 3. Dans le 2, c'était les Marines qui étaient clichés comme pas possible, et le 3, il y avait le sorte de prêtre renois qui faisait la cérémonie pour brûler Newt et l'autre, là, enfin, c'était assez grotesque, et tous les prisonniers c'était des glands. Là, je trouve que l'équipage avec Winona Ryder, Ron Perlman et les autres là, ils sont beaucoup plus intéressants. Alors oui, ils restent quand même assez clichés, mais on prend plus de plaisir à les suivre, je trouve. L'aspect est beaucoup plus mis sur la science-fiction que le 2 et le 3, voire même le 1 pouvait l'être. Là, c'est vraiment pur film de science-fiction. Et l'esthétique de Jean-Pierre Jeunet, avec toujours des courtes focales, même sur les plans assez larges, ça va donner une esthétique assez spéciale au film, qui va du coup avoir une vraie identité visuelle comparée aux 2 et 3 qui étaient un peu des tâcherons, quoi. En plus de ça, je trouve que le film en symbolique est beaucoup plus réussi que le 3, qui pourtant essayait d'instaurer des symboliques mais qui marchait pas vraiment, noyé sous un scénario trop faible et une mise en scène trop laide. Et là du coup ça va beaucoup mieux marcher, notamment la scène où Ripley va arriver au lance-flammes et va brûler tous les clones à rater de ce qu'elle aurait pu être, qui va donc faire écho à la scène dans le 2 où Ripley brûle tous les œufs d'aliens, et qui du coup va dire que peut-être les humains essayent de remplacent presque malgré eux la reproduction morbide des aliens, ou même la scène, toute la fin avec ce qu'ils appellent le newborn, l'alien mi-homme mi-alien, qui est vraiment répugnant. Et on a presque de l'affection pour ce truc qui meurt vraiment de manière horrible, quoi. Il y a ces tripes qui partent dans le vide spatial. Donc ouais, Alien 4, beaucoup aimé, peut-être pas aussi bien que le 1, et peut-être quelques trucs un peu nanar et un peu clichés, mais bien aimé quand même. Au niveau de l'Alien 4, pour ma part, c'est mon préféré. T'avais un bon petit casting quand même. Ça, j'avais bien aimé. Et puis, ouais, ça reste tout de même mon préféré. Je pars en vrille. Non. Non, 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 non. Ne gâchons pas la matière grise. Et enfin Get Out, alors là j'en attendais pas mal, et au final je suis assez sceptique. Alors je trouve la première partie du film excellente, enfin tout le début jusqu'à ce que la fête de famille commence. Globalement je trouve qu'il y a vraiment une ambiance, une atmosphère qui est vraiment qui tombe pas dans la surenchère justement, et qui économise un peu ses moyens pour faire une esthétique peut-être sobre, et on y croit vraiment parce que justement cette non-surenchère, ce découpage assez simple, assez basique, mais cette ambiance assez étrange instaurée par le jeu d'acteur et le climat assez angoissant, les positions des personnages, leur posture et tout ça, leurs actions, ça va, économie de moyens et ambiance très réussie. Et alors dans la deuxième partie du film, tout s'effondre, il n'y a plus aucune finesse, les trucs s'enchaînent sans réelle continuité scénaristique, la mise en scène se fait beaucoup moins fine, le scénario également, les acteurs en font un max, ils font tout ce qu'ils peuvent, et alors le dernier écart avec la révélation de pourquoi ils capturent les noirs, comment ils transfèrent leur cerveau dans les corps, et tout le combat avec la meuf, et puis avec le frère de la meuf, ça tombe dans le nanar, dans le cliché, dans la surenchère absolue. Justement ce qui arrivait, c'est étrange parce que la première partie évitait justement cette surenchère, et la deuxième tombe les pieds dedans, quoi, à pieds joints dedans, et tombe dans une sorte d'esthétique presque à la Jean-Pierre Jeunet en fait, sauf qu'en fait le film déjà a pas la colorimétrie et l'ambiance et la mise en scène et la composition des cadres suffisante pour faire penser à du Jeunet, puis surtout on avait été jusque là habitué à une ambiance très, pas forcément réaliste, mais vraisemblable, crédible, alors que là vraiment on n'y croit plus du tout, on est totalement sorti du film par cette dernière partie qui paraît totalement hors sujet et qui n'est pas du tout en adéquation avec le reste du long métrage, et qui m'a pareil beaucoup déçu. Et je sais que tu l'as vu, donc je vais pouvoir un peu spoiler. La fin, il y a deux fins en fait. Il y a la fin que tu connais, bon, où Rod va chercher son pote, Chris je crois, qui est donc la fin un peu joyeuse, qu'on pourrait appeler une happy end. Et en fait, si tu cherches sur YouTube, il y a une fin alternative où en fait Chris se fait attraper par la police et est enfermé pour meurtre à répétition, quoi. Et donc ils auraient dû garder la fin alternative, enfin ce qui est actuellement la fin alternative pour la vraie fin, parce que je la trouve personnellement beaucoup plus intelligente. Donc voilà, Get Out, pas mal, mais peut mieux faire. Ah oui, j'avais oublié de préciser, je trouve que le film tente d'instaurer un propos sur le racisme envers les Noirs aux États-Unis. D'ailleurs, l'actualité, nous donne, leur donne pas forcément raison, parce qu'il y a encore eu une violence policière aux États-Unis, bref. Et
Il se trouve que je trouve que le propos est pas très bien géré pour une raison très simple. Ce pourquoi la famille de blancs malades mentaux capture les noirs n'est pas spécifique aux noirs. C'est-à-dire que, par exemple, le cas présent là, c'est pour redonner la vue à un mec. Mais t'as pas besoin d'un mec noir pour avoir la vue. C'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire qu'ils font une fixette sur les noirs. En plus, ils ont pas spécialement l'impression de les détester, parce que à un moment ils disent, franchement, que vous soyez noir ou pas, on s'en fout. Du coup, le propos sur le racisme tombe un peu à l'eau parce que il y a aucune spécificité envers les noirs, parce que tout simplement ils ont le même patrimoine génétique que les blancs. Et puis pour finir, Get Out. Alors là, je pense qu'on va pas être d'accord du tout parce que Get Out, c'est un film que j'ai énormément aimé. Voilà, la première fois que je l'avais vu, ça m'avait retourné le cerveau, j'étais trop content de l'avoir vu. Je suis d'accord avec toi que la première partie est la meilleure partie, je pense, du film. Ça pose un petit peu les bases, etc. C'est une nouvelle, on va dire, une ambiance assez glauque, on va dire sinistre qui s'installe entre comment il s'appelle ? Bref, entre le Black et la famille. Et puis, à partir de la deuxième partie, ça commence un petit peu à partir en cacahuète. Alors, c'est voulu, hein, c'est à la recherche de quelque chose, mais c'est ça qui est bon, tu vois, c'est hyper mindfuck, c'est hyper borderline. C'est voulu, et je crois que tu avais dit pourquoi ils prennent des noirs, machin, parce qu'en fait, ils trouvent que les noirs, ils ont un physique beaucoup plus avantageux que les blancs, et ils sont beaucoup plus sportifs, c'est pour ça qu'ils choisissent des personnes noires, pour transmettre finalement leur esprit dans un corps d'un gars noir. C'est pour ça. Moi, je trouve la performance d'acting assez cool, assez bonne. Je trouve que les personnages jouent très bien. C'est très glauque, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, comme je le répète. Faudrait que tu vois Us, qui est le deuxième film de Jordan Peele. Et puis donc c'est à moi de parler finalement des films que j'ai pu voir cette semaine, oh putain, j'ai du mal à parler, qui équivaut à 4 aussi. On va survivre à ça. Alors j'ai commencé la semaine avec The Road, ou La Route en français, avec Viggo Mortensen en guest, et je ne me rappelle plus des autres noms d'acteurs. Si tu ne connais pas l'histoire, alors vite fait, c'est le même réal qui a fait Des Hommes sans loi, qui je t'en avais déjà parlé dans une des reviews cinématographiques, que j'ai vraiment bien aimé, il faudrait que tu le vois parce qu'il est vraiment très cool. Alors The Road, ça parle de quoi ? C'est un film post-apocalyptique, dans le sens où les seuls survivants qui restent sur Terre, eh bien, se rappellent d'un éclair, et à partir de ce moment-là, toute végétation, toute vie, animale, faune, flore est morte. Les survivants donc qui sont restés en vie finalement cherchent à survivre tout simplement dans ce monde qui est désert au possible, et voilà, l'être qui est le plus dangereux à ce stade-là, comme dans de nombreux scénarios, c'est l'humain. Alors j'ai beaucoup apprécié ce film. Oh que oui. C'est une très bonne surprise. Donc la performance acting, elle est très bien. Le scénario est très cool, il est très cool. Ça commence fort, ça commence comme un survival. Ensuite c'est triste. Ensuite c'est redur survival et c'est retriste. Enfin, c'est une montagne russe le délire. J'ai failli vraiment lâcher une larme devant tellement c'était dingue. Le monde il est tellement cruel à ce stade-là. On ne fait plus confiance à personne. C'est assez dingue. J'étais vraiment plongé dans le film. Il y a peut-être des scènes de flashback qui sont peut-être pas importantes, il est vrai, mais ça rajoute un petit plus. Alors, soit ces scènes de flashback, elles rajoutent un petit plus, et dans ce cas-là, c'est bien, soit elles ne servent à rien, et dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Ouais, non, faut que tu le vois comme Des Hommes sans loi. J'ai rien d'autre à dire là-dessus, c'est juste que la fin, dès que le film s'est terminé, ça m'a donné un coup de poing dans le bide, quoi. Un coup de poing dans le bide dans le sens où je n'étais pas prêt à ce que ça se termine ici. J'ai cru que ça allait continuer, mais pas du tout. Quand les crédits ont commencé à apparaître, j'étais ému. Ouais, c'est le mot. J'étais tellement content que vous veniez. Alors je pose une base tout de suite, le film d'horreur déjà de base, le film d'horreur culte, c'est les slashers. Jason,
Michael Myers, Chucky, Freddy Krueger, c'est la base des films d'horreur des années 80-90. Et pour moi, très clairement, très certainement, le renouveau du film d'horreur sont pour moi deux réalisateurs qui sont Jordan Peele, Get Out et Us, et Ari Aster, réalisateur de Hérédité et de Midsommar. J'avais déjà vu Hérédité et c'était une assez grosse claque puisque c'était tout simplement son premier film d'horreur et il s'affirmait déjà dans son délire. Tant que ce film était comme le nouvel exorciste, tu vois, l'exorciste de cette génération. Déjà l'exorciste qui a été un traumatisme pour toute une génération, là, Hérédité, ça a bien choqué, des fois j'ai peur quand je suis tout seul parfois. Et Midsommar, c'est carrément un renouveau de style. Déjà, c'est très croustillant dans le sens où le film, comme la plupart, la totalité, je pense, la généralité des films d'horreur se passe dans le noir, en pleine nuit. Là, Midsommar se passe en plein jour, et ça marche excellemment bien. Et de plus, je l'ai découvert après avoir vu le film, Ari Aster, c'est ce mec qui arrive à te spoiler le film, tout le film, dès la première scène, et qui pourtant, au fur et à mesure que le film avance, arrive à te surprendre de bout en bout à chaque fois. La réalisation est folle, les plans sont géniaux, la performance acting est incroyable, le scénario est fou, merde, c'est la première fois devant un film que je me suis dit, putain, ce plan est incroyable, je l'ai vraiment dit à la voix, ce plan est incroyable. C'est une scène où, quand tu verras le Midsommar, tu comprendras, c'est une scène où finalement le groupe d'amis se dirige en Suède, et finalement t'as la caméra qui se retourne d'un coup. Et j'ai trouvé ce plan incroyable. Le film est chiadé à mort. C'est incroyable. Le film dure 2h30, je ne les ai pas vus passer mais une seule seconde. J'étais dans le film mais tout le long. Il est d'une glauquitude comme dans Hérédité, mais c'est fou. Je pourrais en parler des heures de Midsommar, de Ari Aster, de Jordan Peele, parce que c'est des réalisateurs que je trouve incroyables, que je surkiffe, et que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous donner par la suite. Mais ce que je voulais dire, ah oui, bon, si tu ne connais pas le synopsis de Midsommar, je le dis tout de suite, hein, c'est un petit peu trop tard, j'aurais dû le dire au début, mais je le dis tout de suite. C'est un groupe de potes qui vont finalement aller dans un festival en Suède, qui se déroule tous les 90 ans. Malheureusement, dans l'une d'elles, donc un des personnages du groupe de potes, lui est arrivé quelque chose. C'est un petit peu tendax la relation qu'elle a avec son copain, et c'est pour ça qu'ils sont allés en Suède dans ce festival pour finalement se changer les idées. Mauvaise idée ou pas? Regarde Hérédité, regarde Midsommar, regarde Us de Jordan Peele, c'est fou. Je laisserai plus jamais personne se mettre entre nous. Et le lendemain, j'ai vu Haute Tension de Alexandre Aja. Tu as vu Piranha, j'ai vu Haute Tension. C'est un film français, bah, bien évidemment, puisque Alexandre Aja, c'est un réalisateur français. Alors, synopsis de Haute Tension, c'est Cécile de France, je crois, et Maïwenn qui vont finalement chez les parents de Maïwenn pour passer un séjour. Le problème, c'est que un psychopathe s'introduit dans la maison et tout ne se déroule pas comme prévu. Survival, horreur, slasher, c'est excellent. J'adore ces films français, putain. Heureusement qu'on leur a donné la chance. Là, t'as Alexandre Aja qui a trop côtoyé malheureusement les Hollywood là, et qui a fait Hans, bordel de merde. Après, il s'est rattrapé sur Crawl. Un bon survival, instinct de survie, mais avec des crocodiles, ouais, c'était pas mal. Mais je pense que le film phare de Alexandre Aja, son meilleur, c'est finalement Haute Tension. J'ai pas encore vu le remake de La Colline à des yeux, mais apparemment j'en ai entendu du très bien, et je ne parle pas de l'original, hein, de Wes Craven, je parle du remake qui a l'air vraiment pas mal. Et bah, c'est comme avec Pascal Laugier, tu vois, de Martyr. Vraiment, Haute Tension, c'est vraiment pas ce que tu crois. Voilà, j'ai que ça à dire. Peut-être que ça va te hype pour regarder le film, et j'espère, parce que c'est un très bon film. Et je suis content de l'avoir vu, parce qu'après avoir vu Gosselin et Martyrs de Pascal Laugier, après avoir vu Grave de Julia Ducournau, après avoir vu Revenge de je me rappelle plus le nom de la réalisatrice, et maintenant je vois Haute Tension de Alexandre Aja, franchement, je suis comblé.
C'était soit Frenzy, soit Rebecca. De toute façon, dans tous les cas, ça allait être mon troisième film Hitchcock que j'allais voir après Psychose et La mort aux trousses. Et j'ai vu finalement Rebecca. Alors, le synopsis, alors ça va être un petit peu compliqué. Si tu ne l'as pas tant compris que ça, bah je te l'aurais expliqué, il n'y a aucun problème. C'est un homme riche qui va faire la rencontre d'une dame qui est un petit peu plus pauvre, on va dire ça comme ça, et vont finir finalement par se marier. Il va y avoir des fiançailles machin, et ils vont se retrouver par la suite dans la demeure de monsieur, finalement. Le problème, ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que avant, ce monsieur-là avait une femme, Rebecca. Et le fait que cette nouvelle arrivante arrive ne fait pas l'unanimité et ne ramène pas la joie chez tout le monde. Mêlant un petit peu paranormal, un petit peu thriller, j'ai apprécié le visionnage de Rebecca. Non, franchement, j'ai du mal à dire du mal de film. Franchement, j'ai du mal à dire qu'un film est mauvais. Je ne dis pas que Rebecca est un mauvais film, loin de là. C'est juste que j'ai du mal. Là, tu vois, The Road, Midsommar, Haute Tension, Rebecca, j'ai tous les quatre dit que c'était des bons films. Donc, bon, voilà. Faudra quand même que tu les vois, que tu fasses ton propre avis personnel. Rebecca, c'est un bon film. Peut-être un petit peu longué sur les bords, je dois l'admettre. Je vais peut-être faire un deuxième visionnage parce que je n'ai pas tant compris la fin que ça. Mais si tu as l'occasion, Rebecca, c'est un bon film. Mais de Hitchcock, j'attends de voir Les Oiseaux. Mais pour moi, le best Hitchcock, bien évidemment, même si tu l'as déjà vu, je pense, c'est Psychose. Alors, c'est culte et c'est fou. Et c'est ainsi que se termine l'épisode 9 de la review cinématographique de la semaine. Merci d'être arrivé jusque-là, cela fait extrêmement plaisir. Rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle review cinématographique, ce sera l'épisode 10. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram, puisque tout simplement, comme vous le savez, depuis que toutes ces reviews existent, les reviews cinématographiques se font sur Instagram, donc je vous donne dès à présent nos Instagram. Pour ma part, c'est polo-raxor, POLO-rax0R, et pour mon ami Louis, que je remercierai encore et que je remercie toujours aujourd'hui, son Instagram c'est Louis-Perquin, LOIS-PERQUIN. Merci d'avoir suivi jusque-là, encore une fois, cela fait extrêmement plaisir, et rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle review, peut-être une nouvelle vidéo, et sur ce, bye tout le monde.